Allô? Ok, ça m'a l'air bon. Et là, ça devrait être ok aussi. Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour le live de ce mardi 25 juin, dans le cadre de l'émission Surperformance, chaque soir de la semaine de 18h à 19h. Et bien déjà, je vais vous demander si c'est ok au niveau du son et de l'image. Et on va pouvoir commencer cette émission tout de suite et pour 1 heure. Alors, je rappelle que vous participer via le chat écrit en bleu en dessous du cas de diffusion de l'émission. Vous pouvez également participer par Mumble ou par Skype. Vous avez les liens en haut à droite au-dessus du cas de diffusion de l'émission pour nous rejoindre. Donc c'est assez facile. Voilà. Donc eh bien j'attends la confirmation là sur le chat écrit avant de démarrer. Donc nous on est vendeur sur l'or par rapport à l'émission d'hier que vous avez pu suivre. On a 23 € de profit, donc il n'y a pas eu de gros mouvement, on est resté assez stable. Voilà. Donc sur Mumble, je vois qu'il y a quelques personnes de connectées. N'hésitez pas à participer. J'attends toujours la confirmation sur le chat écrit. Je rappelle que cette semaine, ça reste une semaine un peu de test pour l'émission. Merci PSTP qui a confirmé que c'était ok. Donc ce sera plus rythmé encore à partir de la semaine prochaine quand tout sera en place. J'enverrai pas mal d'informations pour promouvoir l'émission, etc. Donc on commence tout de suite. Merci Vincent D. Voilà, je vois que vous êtes sur Mumble. Donc bonjour à ceux qui sont sur Mumble, n'hésitez pas à participer. Donc dans un premier temps, on va revenir sur ce qui s'est passé ce jour jusqu'à 18h30. Et de 18h30 à 19h, on passera à l'analyse et la prise de décision par rapport à notre compte. L'objectif principal étant de surperformer le CAC 40. On verra si on y est parvenu pour le moment ou pas. Alors, on commence donc tout de suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour? Donc là, ce que vous avez, c'est l'or, mais on va aller regarder un peu ce qui s'est passé déjà sur les marchés actions. Salut Jérém qui nous a rejoint. Alors, sur les marchés aujourd'hui, donc budget 2014, Matignon sert la vis, mais épargne et dépenses sociales, ça ne va pas nous intéresser directement, c'est vraiment franco-français, donc c'est pas assez vaste pour avoir un impact significatif sur les marchés. On voit que le CAC 40 a repris 1,51%, suite à une belle baisse hier, donc on a des investisseurs qui reviennent pas mal. États-Unis, le moral des ménages au plus haut depuis plus de 5 ans, donc ça c'est assez intéressant. C'est plutôt bon signe. Bourse, Paris progresse, le marché en quête de bonnes affaires. Wall Street ouvre en hausse, encouragé par les bons indicateurs. Chine, Pékin déterminé à endiguer la spéculation. Hollande appelle la Chine à investir davantage en France. Quarantaine de patrons chinois en France. Grèce, cohabitation, droite et socialiste face à la crise. Montsou-Fleur, l'œuvre de la dernière chance. PAC, entente sur une meilleure répartition des subventions. Hollande veut régler la querelle commerciale entre l'Europe et la Chine. LVMH, Delphine Arnault, nommé numéro 2 de Vuitton. France, léger mieux pour la construction neuve. BCE, pas de hausse des taux dans un avenir proche. Solde d'été, dernière chance pour sauver une saison calamiteuse. Corée, le site de Kaesong a perdu près d'1 milliard de dollars. Spanghero, les salariés bloquent à nouveau les sites. Club Med, Colette Neuville dénonce un nouveau prix d'offre. Polémique Union Européenne, France, l'AMI renvoie dos à dos Barroso et Montebourg. Suri lance une OPA sur Hologramme Industrie. Budget 2014, Hero confirme une baisse de 1,5 milliard d'euros des dépenses. Aviation, ANA et Air Asia mettent fin à leur alliance. Club Med, l'offre franco-chinoise approuvée par le conseil d'administration. France, le moral des industriels continue de s'améliorer en juin. Moscovici dénonce un mensonge de l'opposition sur le déficit 2013. Donc voilà ce qu'on pouvait voir. Alors on va enchaîner avec d'autres informations donc sur le site de romandie.com.
Donc ce jour, hein, l'Union européenne recommande l'ouverture de négociations en vue de l'adhésion de la Serbie. Bourse, Londres termine en net rebond grâce à la Chine et les USA. Résumé du jour, économie, donc quelques gros titres peut-être ici. Alors, banque, le comité de Bâle sur le contrôle bancaire a jugé globalement conforme la réglementation bancaire helvétique dans un rapport. Marché postal, c'est le début d'une ère nouvelle pour le marché postal. Marché financier, le Conseil de stabilité financière FCB a annoncé le lancement d'un groupe de travail chargé d'examiner les taux interbancaires Libor et d'autres indices. Banque, le tribunal de première instance de Genève, parce que là c'est des nouvelles par rapport à la Suisse, donc ça va pas nous intéresser directement, ok. Alors, on enchaîne. Ok, donc pas grand chose de plus à signaler, et si on va voir juste par rapport à la bourse, puisque parfois on a des points de vue de personnes dans les salles de marché, la bourse de Londres a clôturé en net rebond de 1,21% mardi, dans un regain d'optimisme sur la situation en Chine et après de bons indicateurs américains. L'indice FTSE 100 des principales valeurs a pris 72,81 points par rapport à la clôture de lundi. Le FTSE 100, donc le FTSE, avec sa forte composante minière, a été à la merci des nouvelles en provenance de Chine pour les 2 dernières séances, a commenté David Jones, analyste chez IG, donc IG Markets. La bourse de Londres avait chuté de 1,42% lundi, alors que les investisseurs s'inquiétaient de la santé du système bancaire chinois. La poussée d'optimisme d'aujourd'hui a été causée par l'espoir que la Banque populaire de Chine ne va pas encore freiner le crédit, a ajouté M. Jones. Par ailleurs, les statistiques publiées aux États-Unis ont été meilleures que prévues, a souligné William Nichols, courtier chez Capital Spreads. Parmi les valeurs, le groupe américain de croisière Carnival a pris 5,33% à 2,29 pence après avoir annoncé ses résultats du deuxième trimestre. Le groupe minier Fresnillo était bien orienté prenant 1,24%. Les valeurs traditionnellement défensives ont en revanche souffert à l'image du fabricant de cigarettes Imperial Tobacco. Voilà donc ce qu'on pouvait lire, donc ça c'est pour se mettre un peu dans le contexte du jour. Alors maintenant on va voir ce qui s'est passé concrètement sur les marchés. Je vais retirer la webcam, on va se concentrer sur les graphiques. Voilà. Alors un petit coup d'œil, non il n'y a pas de réaction sur le chat écrit, n'hésitez pas. Et sur le Mumble. Est-ce qu'on m'entend sur le Mumble? En tout cas, n'hésitez pas à participer. Oui, on t'entend. Ok, parfait. Alors, ici, on a l'or en journalier. On est sur une dynamique de fond baissière. On est vendeur, donc pas d'innovation et on se contente de suivre la dynamique. Bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Pas grand-chose en fait, puisqu'il n'y a pas eu de gros mouvements. On est plus bas que le point d'entrée initial, on gagne 5 $ par once, pardon, on gagne 0,5 $ par once, je crois. On est rentré à 1281, non pardon, on gagne 5 $ par once sur notre prise de position. Ces derniers temps, les accélérations baissières ont été parfois très violentes. On peut le voir notamment lors de la période du 12 avril et du 15 avril dernier. On a eu des très gros décrochages très rapides. Et là, ces derniers jours, on a repris cette direction, avec notamment la journée du 20 juin qui a été très violente. On a cassé les précédents plus bas qui étaient à 1318 pour aller marquer de nouveaux plus bas à 1268. On est revenu un peu sur nos pas. On est toujours donc sur une dynamique de fond fortement baissière, en pleine phase d'impulsion. Donc une prise de position à la vente me semble justifiée et cohérente. Donc pour le moment, ça ne me dérange pas de laisser courir cette position, toujours aussi cohérente qu'hier. Cependant, le timing diminue. On sait peu, puisque pour moi, on est quasiment dans le même contexte qu'hier. Mais plus on va avancer, si on continue à avancer et que la dynamique ne se poursuit pas, ça veut dire que le mouvement se calme. Et donc à ce moment-là, il faudra savoir sortir. Pour le moment, la grosse impulsion donc, du 20 juin est encore fraîche et encore prête. Et je pense que le mouvement peut reprendre si la volonté de la masse et si la volonté du marché. Donc on est dans un contexte intéressant. Et si ça doit pas se poursuivre, on a de bonnes probabilités, en tout cas pour que ça baisse, je pense des probabilités
plus élevé que ça ne remonte. Maintenant, tout est possible, bien sûr, sur les marchés, on ne contrôle pas ce qui va se passer, on essaie simplement de mettre les probabilités dans l'autre sens. Alors, premier constat, on n'a pas atteint l'objectif, bon, c'est un objectif très très large, hein. Il peut être atteint que si on a vraiment un crack et un gros décrochage, puisque l'objectif absolu est à 1170. Il y a peu de chances qu'on aille le chercher, j'ai juste mis histoire 2, mais voilà. Donc je vous rappelle pour les suivre, désormais, je vous rappelle pas mais je vous le dis, les positions de ce compte, sous le cas de diffusion de l'émission, vous avez justement le suivi des résultats, donc n'hésitez pas à suivre ce que l'on fait. Également ceux qui sont abonnés à Twitter, toutes les positions qui seront prises seront publiées sur notre compte Twitter. Voilà, donc conclusion par rapport à l'or, pour moi on est dans le même contexte qu'hier, et j'ai plutôt un biais baissier, je suis actuellement vendeur, donc très bien. Pour le moment je laisse courir, après si je vais voir d'autres marchés, qu'il y a quelque chose qui saute aux yeux, que j'ai envie de passer mon argent autre part, je couperai cette position, tant mieux je prendrai un petit bénéfice, et je placerai mon argent autre part. Voilà, donc ça c'était l'or, on va enchaîner avec le marché français, il est 18h11, on va prendre le CAC 40, ici en graphe journalier. Donc le CAC 40, hier, on avait repéré une zone de support potentiel, enfin j'avais repéré, entre 3589 et 3502. Et bien pour le moment, on a juste eu l'ombre qui est passée dans cette zone, et tout de suite les acheteurs sont revenus. Donc là, c'est un timing intéressant pour les acheteurs sur les marchés actions. Effectivement, si on dézoome ici en graphique journalier, on a une dynamique de fond qui reste quand même clairement haussière. Bon, je suis pas fan des trendlines, etc. Donc je vais pas les tracer, mais on voit que l'élan de fond reste haussier. Les vendeurs sont revenus assez brusquement, mais finalement on ne remet pas en question ni en cause la dynamique de fond qui reste haussière. Donc pour le moment, je considère cette phase de correction simplement comme une correction au sein d'une dynamique de fond haussière. Les plus hauts restent de plus en plus hauts, les plus bas restent de plus en plus hauts. Donc là, si je devais faire un choix absolument, si on me disait, voilà, tu as 10 000 €, tu es obligé de les mettre à l'achat ou à la vente, je les mettrais à l'achat. Hein, on a une belle bougie, on englobe quasiment le corps de la bougie d'hier. On est dans un contexte de dynamique de fond haussière, sur phase de repli. On voit que les vendeurs commencent à faiblir et que les acheteurs tentent de revenir. On est encore sous dominante baissière à très court terme, avec une belle correction qu'on a observée depuis les plus hauts du 27 mai, mais voilà, ça peut être une amorce de correction, tout du moins à court terme. Donc plutôt acheteur sur le CAC, il n'y a pas non plus de conviction folle. Juste avant, on était quand même sur 1, 2, 3, 4 journées consécutives de baisse. Depuis un mois, on perdait 11% sur le CAC, donc c'est pas rien. Donc c'est pas la panacée non plus de rentrer à l'achat maintenant, mais c'est une opportunité qui peut être intéressante. Concrètement, voilà ce que je peux dire sur le CAC 40. On va passer à un autre actif, l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, voilà, qu'on a ici. Donc euro-dollar en graphique journalier. Pour le moment, la dynamique de baisse se poursuit. On a vu une corrélation assez forte, en fait, les premiers jours de l'accélération baissière, enfin ces derniers jours sur l'accélération baissière entre l'euro-dollar, donc les journées du 19, 20 et 21 juin dernier, avec le CAC 40, qu'on retrouve ici. Eh bien, on regarde sur le CAC 40, ici c'est la journée du 19, du 20 et du 21, donc on avait des grosses baisses sur les deux actifs à la fois. Donc une corrélation qui s'observe assez souvent, hein, entre l'euro-dollar et les marchés actions européens notamment, et les marchés actions de manière plus générale. Et là on voit qu'on a un peu un arrêt de cela, parce que hier on était remonté alors qu'on avait baissé sur le CAC 40, on voit ici, et aujourd'hui on remonte sur le CAC et on continue de baisser sur l'euro-dollar. Alors ce qui veut dire déjà, c'est que le mouvement est moins systémique qu'il ne l'a été précédemment. Effectivement, quand on a tous les marchés qui se corrèlent et qui vont dans un même sens, ça veut dire en général qu'il y a une crainte systémique, une crainte de fond et un élément de fond majeur, et qu'on va tous à peu près dans le même sens. Là, ça devient déséquilibré. Ça peut être une interprétation subjective, c'en est une, ce que je vais faire là. Vous pouvez la critiquer ou donner un avis différent, mais pour moi, ça peut être un indice de baisse de la volatilité. C'est vrai que ces derniers jours avaient été quand même bien volatiles, on avait eu un fort directionnel global. Là, le fait qu'on n'ait plus les mêmes mouvements sur le CAC et sur l'euro-dollar, pour moi, et qu'on ait une décorrélation, ça peut être une indication d'accalmie et peut-être de baisse de volatilité. Ce sera l'occasion d'aller voir le VIX ensuite. Donc, pour conclure sur l'euro-dollar, je suis pas fan de l'euro-dollar, de la configuration qui est proposée. C'est une configuration, en tout cas je suis pas fan, pour jouer du directionnel et de la tendance, parce que finalement il y a des zones que tu as déjà beaucoup travaillé ces derniers temps, il n'y a pas de direction franche, on accélère à la hausse, on accélère à la baisse, et ça fait longtemps que ça dure, on est dans un espèce de triangle moyen-long terme. À la limite, jouer des stratégies, c'est pas évident. Ben, franchement c'est pas évident, moi je suis pas fan de l'euro-dollar, je pense qu'il y a beaucoup mieux et beaucoup plus simple à faire, donc je vais pas en parler des heures.
toute façon, là pour l'instant, on est dans le constant, on est toujours dans la première partie de l'émission, donc on va se contenter de constater, on essaiera de voir ce qu'on peut faire ensuite. Donc, on va enchaîner avec le VIX. Le VIX. Voilà, le VIX qu'on a ici en graphe journalier. VIX qui a été bien remonté, on avait atteint les 20, là on est repassé un peu en dessous des 20, on est à 19,45. On a un VIX qui a bien monté ces derniers jours. On l'avait dit qu'il reste dans une zone quand même tout à fait raisonnable. Bon, là on n'a pas beaucoup de recul, on avait beaucoup regardé hier, on va le regarder sur Boursorama en regardant en même temps le CAC pour tracer quelques repères. Mais voilà, rien d'alarmant sur le VIX et on voit justement une amorce d'accalmie suite à des journées assez mouvementées. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Le VIX qui est en fait l'indice de la peur et un indice basé sur la volatilité à partir du sous-jacent qui est le S&P 500. Voilà. On va enchaîner avec le dollar-yen. Dollar-yen qu'on a ici. Dollar-yen, dynamique de fond très largement haussière depuis le début de l'année, avec la dévaluation de la monnaie japonaise par sa banque centrale. Ces derniers temps, on a eu une phase de correction intéressante, on est dans un espèce de pullback, donc je privilégierais les prises de position à la vente dans ce contexte. Effectivement, a priori, voilà, on a monté vraiment de manière excessive, on a eu une très grosse correction directement vers les 38,2. Là on revient, c'est peut-être un espèce de pullback, c'est pas les plus évidents non plus, il y a peut-être mieux à faire, mais moi je privilégierais plutôt les prises de position à la vente dans ce contexte. Maintenant, voilà, il n'y a pas grand chose de plus à signaler. Dynamique de fond reste clairement haussière, dans un contexte bien spécifique d'intervention de la part de banque centrale, de la banque centrale japonaise. On peut avoir des gros mouvements, dans un sens comme dans l'autre. Moi je pense quand même que on ne peut pas continuer indéfiniment à monter, puisqu'on a déjà varié assez largement, plus de 25% de variation entre le dollar et le yen, qui sont quand même deux devises majeures, il faut se rendre compte des réalités aussi. Donc je privilégierais, voilà, pareil que tout à l'heure, si on m'obligeait à mettre 10 000 euros, si on me donnait 10 000 euros, on me dit t'es obligé de les mettre à l'achat ou à la vente, je les mettrais plutôt à la vente, dans ce contexte, sur le dollar yen. Voilà, alors, VIX, j'ai un gros rhume, ah oui d'accord, Vincent qui faisait une blague. Alors, on va aller sur Boursorama, pour voir avec plus de recul ce qui est proposé sur le CAC, les graphiques pardon, sur le CAC et sur le VIX. Alors sur le CAC, voilà, ça y est. Alors, 18h18, ça passe vite. Alors, clôture, chandelier, pas de moyenne mobile. Ce serait bien d'avoir les volumes par contre. Je crois pas qu'ils y soient. Bon, il n'y a plus les volumes maintenant sur les graphiques Boursorama. Bon, bref. Ok, alors, qu'est-ce que l'on voit ici? Eh bien, sur le CAC, au niveau des cours de clôture, et on va prendre plus de recul, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, donc si on prend les Fibos, c'est surtout ce qui m'intéressait, entre les plus bas qu'on a marqués en septembre 2011 et... Alors, est-ce que ça fonctionne? Ok. Ça rame un peu là. Alors, ok, ça m'a l'air bon. Alors, si on prend... Voilà, eh bien on voit qu'on a retracé quasiment 38,2, qu'on est sur une zone de support assez forte, qui a été testée de nombreuses fois. Pour le moment, ça résiste, donc effectivement, donc le support tient bon. Effectivement, là, je serais plutôt acheteur. Hein. Dans une zone de support qui a fait largement ses preuves, dans la partie basse d'une zone qui a été pas mal travaillée précédemment, sur une dynamique de fond haussière, on a un niveau de retracement qui est acceptable, 38,2%. Bien, voilà, on a un petit retour des acheteurs ce jour, on a pris une amorce. Les plus prudents peuvent attendre encore une reprise plus franche. Les plus audacieux peuvent prendre dès maintenant. En plus, on peut se protéger de manière assez simple sous les précédents plus bas. Donc c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal d'acheter le CAC dans ce contexte. Techniquement en tout cas. Fondamentalement, c'est vraiment dur de se repérer parce que bien, une grande partie de la hausse s'est faite de toute façon dans un contexte qui est vraiment dur, même ne serait-ce pour la France, mais pour l'Europe, tiré à la hausse par l'économie américaine qui a été dopée quelque part avec les plans de relance de Ben Bernanke. Nous, en tant que traders, le but c'est de choisir des opportunités. Et là, je pense qu'on a une opportunité sympa qui est proposée.
Le CAC, en plus, c'est quand même un produit qui a tendance à réagir assez sainement au support et aux résistances. Là, on a un niveau de support et de résistance qui est important, parce qu'à la fois, ça a servi de support, mais à la fois précédemment de résistance. Ici, on le voit, donc cette zone des 3600 est quand même importante. Et pour moi, c'est un seuil un peu charnier. Et bien, si on passe en dessous, on peut jouer un biais baissier, une poursuite, pourquoi pas vers les 3400, donc le retour vers les 50% de tracement de la dynamique haussière qu'on avait depuis les plus bas de septembre 2011, ou repartir à la hausse. En tout cas, c'est l'occasion de se prendre une position cohérente avec un stop relativement serré. Voilà, donc, on verra si c'est intéressant ou pas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, on va aller regarder le point de vue de Trading Central, puisqu'ils donnent leur point de vue gratuitement sur le CAC 40, sur tradingcentral.fr. Donc là, on peut le regarder, c'est pas un service payant. Je suis également abonné à plusieurs services payants, mais je peux pas en parler ici, bien sûr, puisqu'il s'agit d'une émission gratuite et je n'ai pas d'accord pour parler. Mais là, ce que je vous donne, c'est une vision gratuite de ce cabinet d'analyse qui est quand même très réputé à travers le monde, hein, pas qu'en France. Là, je vous ai mis le lien sur le chat écrit. Eh bien, hier on avait un point de vue haussier, eh bien on a toujours un point de vue haussier, mais avec de la prudence. Donc ce jour à 18h05, là, donc le point vient d'être fait. Voilà ce qui était dit. Le point pivot est à 3585, on est actuellement à 3149. Préférence 3585 comme support, haussier avec 3880 et 3940 en ligne de mire. Donc voilà qu'on voit ici sur leur graphique. Scénario alternatif, sous 3585, baisse probable vers 3515 puis 3340. Donc on retrouve un peu le même scénario qu'on vient de parler en étudiant le graphique. Commentaire, l'indice est proche d'un support sur les 3585. En cas de rupture, l'indice pourrait se retourner vers 3515. Dans le cas contraire, un rebond pourrait alors se dessiner avec comme premier objectif 3880. Voilà donc ce qu'on pouvait lire à propos de l'eurodoll. Alors puisqu'on y est, on va enchaîner avec le point de vue de Trading Central sur l'euro-dollar. On vient de voir sur le CAC 40. Notre préférence, position vendeuse en dessous de 1.3150 avec des cibles à 1.35 et 1.299 en extension. Donc eux, ils jouent la poursuite du mouvement de baisse. Ici en graphique 30 minutes, donc pour une analyse journalière, effectivement, on a une pression vendeuse intéressante. Et bien, ils jouent le suivi de tendance, scénario alternatif en cas de dépassement des 1.3150, donc les précédents plus hauts. Viser une poursuite de la hausse avec 1.3190 et 1.3230 en ligne de mire. Commentaire technique, le RSI est mal orienté. Voilà donc ce que l'on pouvait lire. Alors, on va enchaîner avec le VIX. Ok, sur Yahoo Finance. Ok. Donc là, ce que l'on voit sur le VIX, c'est un peu ce qu'on disait hier. Donc si on regarde sur une période plus courte, 6 mois, eh bien, on a une reprise du marché par les acheteurs. On a une zone de résistance potentielle qui pourrait se dessiner vers les... Il y en a le chiffre rond des 20, mais qui n'a pas joué tant que ça le rôle de résistance précisément. Mais on peut parler d'une zone entre 19 et... donc 19, vous voyez la ligne ici c'est les 20, hein. Donc entre 19 et 22, 23, qui a quand même fait office de zone de résistance à pas mal de reprises. Là ce jour donc on a des vendeurs qui tentent de revenir. On est assez haut. VIX c'est un indice assez spécifique, indice de volatilité. Je pense qu'on a beaucoup bougé ces derniers temps. Si on continue à bouger, on passerait alors à ce moment-là, si on continue par exemple l'accélération baissière sur les marchés actions tel que l'on a fait dans une période de crack, ne serait-ce qu'un petit crack, mais quand même, parce que perdre 11% en un mois, c'est pas rien. Si on continue à 11% par la suite, là on pourra vraiment parler de crack, hein, puisque quand on perd un cinquième de la valeur d'un indice en 2 mois, on peut parler de crack, en tout cas de très forte pression vendeuse. Je pense que c'est pas le scénario le plus probable actuellement. On a vu sur l'indice CAC 40, et on va voir si c'est le cas sur d'autres indices, qu'on est juste au-dessus d'un support. On peut penser à une baisse de la volatilité, donc a priori,
à l'heure actuelle, je serais plutôt vendeur sur le VIX, avec un stop au-dessus des précédents plus hauts, par exemple, au-dessus de la zone des 22 ou des 23, qui jouait un rôle de résistance. Donc voilà, ça peut être une opportunité ou une vision des choses. Je suis pas fan, c'est pas la meilleure chose à faire pour moi, mais voilà, ce qu'on pouvait dire sur le VIX. Ok, il est 18h25, il n'y a pas de réaction précise sur le chat écrit. On va aller enchaîner avec d'autres produits. On va regarder ici le câble, donc la livre sterling face au dollar. Alors, donc ici, le câble, qu'est-ce que l'on constate? Pour moi, rien de super intéressant. Effectivement, on a une dynamique et une configuration graphique qui ne me plaît pas des masses. Donc on voit une dynamique de fond qui a été fortement baissière pendant un temps. Donc du 2 janvier 2013 jusqu'au 12 mars 2013. Si on prend les Fibos, voilà ce que ça donne. On a retracé 61,8%, on est revenu en arrière. On a bien respecté par contre les zones de Fibo, ça c'est intéressant. On voit accélération baissière, on retrace 23,6, on commence à hésiter. On retrace 38,2, on rebondit, on retrace 50%, on rebondit, on retrace 61,8, on rebondit. C'est assez précis. Donc là, on a un respect assez fort des rotations de Fibo. Le dollar, la livre sterling face au dollar est un actif qui rebondit pas mal en général. Et bien là, c'est ce que l'on voit. On a des mouvements très francs, très brusques, mais qui sont retracés assez fortement. C'est exactement ça. On a donné une période sur une dynamique de fond baissière, mais étant donné qu'on a retracé 61,8, elle a été remise en question quand même en partie. Donc c'est pas le scénario idéal. Et j'aurais pas de grande inspiration. Donc voilà, ça sert à rien de parler pour ne rien dire. Donc j'aurais pas grand chose de plus à ajouter sur le câble. Alors, on va enchaîner avec bien l'or, on est en position la vente dessus, les marchés américains. Ok, ici on a le Dow Jones en journalier, on a très peu de recul. On va le regarder directement sur Boursorama. Il est déjà 18h27, on a bientôt fini la première partie de l'émission. Alors sur le chat écrit, on me demandait une analyse sur Eurolibor sterling. On va aller regarder ça juste après. Ce sera la dernière analyse de cette première partie de l'émission. N'hésitez pas à réagir sur le Mumble, le chat audio, si vous avez des choses à dire, des réactions à faire. Alors ça j'avais vu. Je vais regarder un truc en fait. Ok. Donc le Dow Jones, on va prendre le graphique tout de suite. C'est un peu plus long, désolé, mais comme j'ai pas de recul par rapport aux futurs qui sont proposés chez Active Trades, je suis obligé d'aller les prendre directement sur Bourso pour faire des analyses cohérentes. Donc là, on a les volumes. Ok, voilà. Donc, bien le Dow Jones, c'est à peu près le même scénario que le CAC 40, je dirais même en plus prononcé. La hausse est impressionnante quand même sur le Dow Jones, et elle n'est absolument pas remise en question. Hein. Il faut bien se rendre compte des réalités. Alors ceux qui prennent ça comme une première alerte, à ce moment-là, il peut vous rester un grand potentiel de baisse, et il n'est pas du tout trop tard pour vendre, hein. Pas du tout. Par contre, objectivement, ça n'est pour le moment... c'est un mouvement beaucoup trop faible pour remettre en question une dynamique de fond qu'on observe depuis 2008, depuis les plus bas de 2008-2009, qui est assez impressionnante en vrai, hein, sur l'indice américain. Cette baisse est quasiment insignifiante. On est loin encore, ne serait-ce que les 23,6 qui ne remettraient même pas fortement en cause ni en question la dynamique de fond haussière. Donc, pas grand-chose à signaler. Quand même, pour le moment, techniquement, il faudrait continuer à jouer le scénario haussier sur ce Dow Jones. Profiter des phases de repli et attendre des signaux de retour d'acheteurs pour racheter. Mais techniquement, on peut continuer à jouer le scénario haussier. Après, fondamentalement, c'est quand même très complexe. On sait que beaucoup de gens sont baissiers fondamentalement. Maintenant, le fait est que, objectivement, les marchés n'ont fait que de monter ces derniers temps. Il faut savoir se soumettre au marché. Et certes, ça s'est fait sur l'injection de liquidité, qui peut être malsaine pour l'économie à terme, puisque au moment où on va devoir retirer, parce qu'un jour il faudra bien retirer l'argent créé, ou en tout cas le pallier par des biens ou des services réels, sinon on assiste à de l'inflation, et bien pour le moment ça marche, on n'a pas de signaux, donc il ne faut pas essayer d'inventer, ou à mon sens, hein, de trop
tenter de prévoir... Alors par contre, ça peut être cohérent, oui, c'est quand on voit qu'on est vraiment trop haut, commencer à établir des scénarios, etc. Mais là, vu qu'on a déjà corrigé, moi, je ne suis pas du tout pour le moment dans une optique de crack et d'inversement de la dynamique de fond haussière. Quand on était vraiment sur les plus hauts, je pouvais être vendeur. Maintenant, depuis quand? Voilà, c'est ça la question, hein. J'aurais perdu peut-être beaucoup d'argent. Donc en me soumettant objectivement à ce que propose le marché, c'est trop tôt pour faire quoi que ce soit à la vente. Donc pour le moment, ben, un peu comme sur le CAC, profiter de cette journée de légère reprise pour racheter à bon compte dans le sens de la dynamique de fond. Maintenant, à la limite, ceux qui ont vraiment un biais vendeur et qui pensent que c'est un premier signal, pourquoi pas? Ça peut être cohérent, je pense, comme approche. C'est pas le meilleur moment peut-être pour rentrer à la vente. On peut, comme j'ai dit, si on pense vraiment qu'il va y avoir un crack, de toute façon il reste un tellement gros potentiel que on n'a rien fait là comme correction. Sinon on peut attendre que ce petit mouvement de hausse se termine et s'essouffle pour rentrer de nouveau à la vente. Ça peut être un scénario jouable qui pourrait me plaire parce que je pense pas non plus qu'on va continuer indéfiniment. On a vu en plus du côté de la Fed qu'on commence à vouloir arrêter cette politique de relance. Donc pourquoi pas? Moi fondamentalement j'ai un biais plutôt baissier. Maintenant j'attends qu'on me propose des choses. Là actuellement je ne vendrai pas aujourd'hui. Mais si je vois qu'on remonte et qu'on commence à s'essouffler avant de casser les précédents plus hauts, pourquoi pas revendre? Pourquoi pas revendre? Il peut rester un beau potentiel de vente sur le Dow Jones qui va pas faire que de monter indéfiniment. On a tellement monté ces derniers temps. Là sinon aujourd'hui si je devais faire un choix dans l'absolu ce serait acheter. Voilà, tout simplement. Parce que certes on est très haut mais on n'a pas de signe d'affaiblissement pour le moment. Pas de signe flagrant en tout cas. Voilà ce que je pouvais dire sur le Dow Jones. Vous avez le droit de me critiquer, de me contredire bien sûr. Moi-même je vais sûrement évoluer par rapport à ce point de vue, etc. Voilà, donc en tout cas j'ai donné mon point de vue, je pense que c'est assez clair. Alors on va terminer, il est déjà 18h31, il ne faut pas prendre de retard. Juste par l'euro livre sterling parce qu'on me l'a demandé. Donc euro livre sterling je l'ai ici, on va se mettre en graphe journalier ici. L'euro livre sterling, eh bien on a un produit qui bouge très peu. Ces derniers temps, on a eu des mouvements assez francs pendant plusieurs mois. D'ailleurs, le robot Urge Plating Nuit, qui a besoin de très peu de mouvement et de calme, a assez sous-performé ces derniers temps, à cause des grosses tendances qu'on avait eues. Et là, on revient en fait dans un contexte de marché beaucoup plus calme, beaucoup plus classique par rapport à l'euro livre sterling, qui est comme un produit, une paire de devises qui ne bouge pas des masses en général, parce que ça concerne deux devises concernant des zones géographiques aux intérêts convergents et souvent liés, hein, la zone euro et la Grande-Bretagne. Donc là, bien, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place des stratégies d'achat de zones survendues et de vente de zones de surachat, ou alors d'achat de support et de vente de résistance. Vraiment des choses classiques quand on évolue en range ou sans tendance. C'est des marchés sur lesquels on peut faire de l'argent, ces marchés-là. À court terme, par exemple, hein, ici, mais bon, M1 c'était un peu court, mais en M5, tout ce qui est voilà, rachat de support, pourquoi pas de la moyenne à la baisse, mais il faut y réfléchir pour que ce soit intelligent. Pourquoi pas des prises de profit rapides avec une grosse taille de volume et fermer les positions au fur et à mesure si ça se passe mal, sachant qu'on a de grandes chances à chaque fois de revenir sur nos pas, des stratégies avec des gros stops et des petits objectifs, pourquoi pas. Donc on peut en avoir des tas d'idées. Là comme ça je ne vais pas plus développer, mais un marché qui ne bouge pas, c'est pas un marché inintéressant, c'est pas un marché qui ne propose, surtout avec l'accès à l'effet de levier qu'on a, qui ne propose rien d'intéressant, au contraire, hein, on peut faire beaucoup d'argent sur ce type de marché. Maintenant, objectivement, en graphe journalier, la dynamique de fond a été haussière et très fortement haussière pendant un temps, donc notamment de juillet 2012 à février 2013. Là, on est dans une phase de correction et de consolidation dans laquelle on évolue depuis un petit moment maintenant. Privilégier peut-être les positions à l'achat dans le sens de l'impulsion de fond, mais tant qu'on est à l'intérieur de cette zone de consolidation, chercher à établir des stratégies qui sont cohérentes avec une phase de marché plane. Je reviens dans quelques instants, à tout de suite. Voilà, de retour. Alors, on va enchaîner avec de la prise de décision maintenant. Bien objectivement, honnêtement, pardon, je pense pas changer mon fusil d'épaule. Pourquoi ça? Si je reprends l'or ici, l'or propose une très belle tendance, très forte.
L'impulsion a repris il y a quelques jours. On est actuellement le 25 juin. On a eu un très gros mouvement le 20 juin. Donc pour moi, l'impulsion est encore forte. Certes, ce jour, on n'a pas parvenu à casser les précédents plus bas, qui datent du 21 juin. Mais bien pour moi, l'élan est clairement baissier. La tendance est clairement baissière. On a réussi à prendre le train en marche. Le mouvement peut reprendre. Je pense qu'il a beaucoup plus de chances de reprendre. Enfin, beaucoup. Je pense qu'on a plus de chances de reprendre et de poursuivre le mouvement de baisse que de corriger. On s'est un peu calmé ces derniers temps. Mais c'est encore très vif. Cette dernière impulsion. Et voilà, je pense que le risque en vaut l'objectif potentiel. Parce que si on repart sur des mouvements comparables à ce qu'on a eu le 21 ou en avril, là, on peut avoir des potentiels vraiment très importants. Voilà ce que je peux dire. De plus, même si c'est pas ce scénario idéal qui se produit, donc un gros décrochage et une poursuite de l'élan et de la dynamique de fond que l'on observe maintenant depuis de nombreux mois sur l'or, parce que si on fait le bilan, en fait ça fait depuis les plus hauts d'octobre 2012, et on n'a pas eu de phase de correction majeure. À chaque fois on marque des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas, donc ça marchait assez simple à trader finalement. Voilà, même s'il y a beaucoup de gens pendant longtemps, et j'en faisais partie, qui ne pensaient pas à un décrochage. Moi j'ai notamment pas pensé à un décrochage jusqu'à février, et ensuite quand sont apparus ces gros mouvements de baisse, je me suis résigné, et ok, j'accepte cette force vendeuse qui est toujours présente. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on peut avoir des avis objectifs et fondamentaux par rapport à tel ou tel produit, mais là le fait est que sur l'or, l'offre est plus forte que la demande, et on a une belle baisse. On fait partie de ce mouvement désormais avec cette position à la vente. Si ça se passe bien, on a un gros décrochage, on prend beaucoup d'argent, on a un objectif très large, je pense qu'on a peu de chance d'aller le chercher, mais voilà, l'idée est là. Si ça se passe moyennement, je pense que quoi qu'il arrive, on a plus de chances de terminer plus bas que le point d'entrée qui est à 1281 que un peu plus haut. Mais les deux scénarios sont possibles, hein, et c'est pas du tout j'ai absolument aucune certitude. Quand je vous dis, je pense qu'on a plus de chances par exemple de terminer en dessous le point d'entrée qu'au-dessus, je parle de par exemple 65% d'après moi, hein, et 35%, pardon. Donc 65% de chances d'être plus bas et 35% de chances d'être plus haut. Ça laisse quand même une bonne probabilité, à peu près un tiers, un peu plus d'un tiers. Qu'on a cherché carrément stop loss, c'est possible. Sachant qu'on a eu des très gros mouvements de baisse, c'est des grosses phases de correction qui peuvent des gros mouvements qui peuvent entraîner des grosses phases de correction. Voilà, donc c'est une question de probabilité et d'expérience du marché, également de compréhension de ce qui se passe. C'est pas bien compliqué là, c'est simplement du suivi de tendance et d'être au sein d'un élan et d'un mouvement très fort. Au niveau des supports, on est toujours dans ces zones de support potentielles. Non, faites pas tant que ça, si je dis des bêtises. Non, on a cassé des zones de support importantes qui étaient entre 1311 et 1287, ce qu'on peut dire en moyenne, donc 1300. Prochaine zone potentiellement, et c'est pas majeur, mais une ancienne zone de résistance importante, donc qui pourrait jouer un rôle de support, ce serait les 1230. On en est encore loin. Voilà. Donc pour le moment, ça me va assez bien de laisser courir cette position sur l'or, qui est actuellement positive de 36,86 €. Alors, je tiens à préciser que le nom de l'émission c'est surperformance, donc l'idée c'est de prendre un repère. Bon, j'ai pas fait compliqué, j'ai pris le CAC 40 et de faire mieux que ce dernier, donc mieux que le CAC 40. Pour le moment, c'est chose faite. Tout à l'heure j'avais affiché, mais c'était pas les chiffres précis. Enfin, c'était pas les chiffres en clôture. Mais tout à l'heure, on perdait 0,27%, donc depuis hier. J'ai pris comme date de départ sur le CAC 40. Et on perd actuellement 0% puisqu'on n'a pas clôturé de position. Donc on ne gagne pas d'argent, on n'en perd pas sur le compte surperformance, le compte témoin. Mais si ça c'est en considérant uniquement les positions fermées, parce que si on prend la position en cours, eh bien on gagne 36 €. Donc pour le moment, l'objectif est atteint, c'est-à-dire qu'on surperforme le CAC 40. Mais ça reste que le premier jour, c'est pas encore utile, mais voilà, c'est juste pour vous donner les repères et comment cela fonctionne. Donc ça, vous le retrouvez en dessous du cas d'édition de l'émission, avec les prises de position, etc. Donc je pense que j'ai déjà bien développé, bien donné mon point de vue sur l'or.
Pourquoi je privilégie l'or à d'autres produits, puisque j'ai dit par exemple, voilà, sur le CAC, j'ai comme un biais plutôt haussier. Pourquoi? Bah, parce que l'or, il y a quand même eu des très gros décrochages. C'est quand même assez impressionnant les décrochages qu'on a sur l'or. C'est des journées à, je sais pas moi, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5% même. Quand même plusieurs journées de cet acabit depuis avril. Donc, on va dire, c'est un peu comme considérer ça un peu comme un bonus potentiel. C'est-à-dire que de toute façon, je prends ma position, je fais mon choix. Je prends position vraiment dans une tendance clairement fortement établie. Je vois pas de zone de support majeure. Je vois pas de ralentissement particulier pour le moment. Bon, on se calme un peu, mais on a toujours une pression qui est très forte. Je sais que potentiellement, et j'en ai des exemples, plusieurs exemples depuis ces derniers mois, on peut décrocher très fortement et déboucher sur des énormes profits, puisque là, si on a des journées à moins 5%, ou même moins 3, ou même moins 2%, c'est vraiment très fort, puisque j'ai un effet de levier, donc ça représente une grosse part du capital. On n'a pas eu ce type de mouvement à la hausse depuis belle lurette, pour prendre des gros retours acheteurs, et encore c'était un parmi... voilà, qui arrivait un peu de nulle part. Il faut remonter jusqu'à juin 2012. Après, il y avait eu quelques beaux mouvements également jusqu'à septembre 2012. Par contre, ces derniers temps, on n'a vraiment aucune force acheteuse. Alors l'or, ça peut être un produit qui est spécifique, ça peut être un produit qui peut aller très fort dans un sens comme dans l'autre, ça peut être un produit de cassure, c'en est un, donc on peut revenir très fort, mais le fait est qu'objectivement, depuis maintenant octobre 2012, donc ça fait quand même 7-8 mois, on a une dominante vendeuse écrasante, donc bien on a peu de probabilité qu'on ait un fort retour des acheteurs et un crack haussier. Par contre, on a de bonnes chances d'avoir un crack baissier. En tout cas, c'est un scénario qui n'a pas du tout été rare ces derniers temps et qui s'est produit avec une régularité intéressante. Donc ça, c'est un petit bonus supplémentaire. Je m'y attends pas, c'est pas ce que je vis. Je me dis pas je vais prendre un décrochage comme ce qu'on a eu en avril, mais je garde à l'esprit que c'est possible, que j'en ai encore un exemple il y a quelques jours. En revanche, j'ai pas d'exemple de ce type de réaction haussière, bon, à part des phases de correction quand même significatives, et ça c'est clair, ça peut arriver, qui faisait suite au gros décalage d'avril. Alors, au-delà de ça, si ce bonus ne se réalise pas, j'ai quand même des probabilités dans mon sens, ne serait-ce que par la tendance, et ne serait-ce que si vous êtes sur un marché, par exemple, dans le marché de votre ville, avec des comportements humains normaux, si tout le monde veut le même produit, par exemple, là, si on avait un mec qui vendait de l'or hier et que tout le monde voulait vendre de l'or hier, il y a peu de chances pour que demain tout le monde veuille en acheter d'un seul coup. Ça peut se faire, mais petit à petit, et on a d'abord une accalmie et ensuite un retournement de tendance. Ça arrive qu'on ait des scénarios en V, donc c'est-à-dire tout de suite on passe d'un très fort sentiment vendeur à un très fort sentiment acheteur, mais c'est peu probable. La plupart du temps, ce que l'on a, c'est une grosse baisse, ensuite une phase de correction, une phase de consolidation, pardon, avant une phase de correction. Donc à ce moment-là, ça me laisserait la possibilité de sortir, soit avec une toute petite perte, et je pense plutôt avec un petit gain. Donc voilà, pour moi les probabilités sur ce trade sont dans mon sens. Mon but, c'est pas d'aller chercher des performances complètement dingues, mais de surperformer le CAC 40. Ici, l'objectif, en tout cas, ici, la stratégie et la logique est intelligente, je pense, et cohérente. Donc j'ai pas de raison d'aller chercher autre chose. Voilà, j'espère que l'explication est claire. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me l'indiquer. Alors il est 18h43, du coup il va nous rester un bon petit moment. Bien, je vous propose de poser vos questions et d'étaler et de présenter vos stratégies, vos idées de trade si vous en avez. Sur le Mumble, est-ce qu'il y en a qui ont tradé aujourd'hui? Alors je vois sur le Mumble, toi Vincent, tu disais attention, distinction hors papier et hors physique. Est-ce que tu peux développer cet aspect? Oui, bonjour, tu m'entends? Je t'entends parfaitement, oui. Oui, je voulais faire un petit point concernant ton intervention. Bon, moi, c'est plutôt au niveau fondamental par rapport à l'analyse technique. Je voulais juste souligner que là, c'était du trading d'or papier et qu'on a aussi l'or physique qui est à côté, qui existe. Donc, au niveau analyse technique, bon, il y a eu un très gros range qui est fait depuis 2011 à peu près. Aux alentours de 1550$, on est monté jusqu'à 1900, et là on est en train de revenir un petit peu sur une baisse comme tu nous l'avais dit auparavant.
Le marché de l'or est assez compliqué. Depuis récemment, il y a eu un appel de marge qui a été fait, hein, une augmentation de la marge, d'où une forte baisse. Et aussi, il faut préciser que les pays comme la Chine sont très très demandeuses d'or physique. Donc il faut faire attention, on peut avoir une baisse pour le moment technique au niveau sur le papier, mais il peut très bien y avoir un retournement à moyen terme. Alors, effectivement, alors simplement, je vais te demander de préciser, parce que ça, je suis pas au courant, l'histoire des marges. C'est quoi, en fait, exactement, là? Oui, bah un peu comme tous les autres contrats, il est obligé d'avoir des marges, respecter un taux de marge pour les institutionnels, etc. Et je sais plus, dernièrement, il y a eu une augmentation de cette marge qui a été faite, je sais plus, il y a plusieurs semaines déjà. D'où le fait pour les institutionnels qui investissent de réduire le montant de leur investissement. Donc ils sont D'accord. obligés de liquider du papier et donc ça fait baisser un peu les cours. D'accord. Et ça a été décidé par qui? Ah, c'est je sais plus le terme exact, c'est le système, le marché qui s'occupe de ça, hein. Un peu comme sur le futur, etc., où tu as des marges à respecter pour tes contrats, c'est à peu près la même chose. D'accord, très bien. Je vais jeter un coup d'œil, là, je vais chercher ça tout de suite, histoire de partager un article si j'en trouve un. Je vais essayer de te retrouver la news. Ok, ouais, ça m'intéresse. Là, tout de suite, j'ai pas trouvé. Ok, alors ensuite, pour enchaîner, alors certes, je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord. En tout cas, je suis au courant de nombre de choses que tu dis. Et souvent, on entend parler de ça. On peut voir, bah, notamment, moi, j'ai pas mal filmé d'événements lors des salons, etc. Des personnes qui sont plutôt acheteuses sur l'or, et notamment l'or physique. Alors, après, l'or physique, c'est complètement autre chose a priori, hein, comme une grosse différence entre l'or papier et l'or physique. Après, c'est vrai que moi, dans le cadre de l'investissement, je suis vraiment là pour essayer de gagner de l'argent au jour le jour. Et un peu comme, bah, par exemple, des gens qui avaient un biais clairement vendeur sur les marchés actions ces derniers temps, ils se sont mordus les doigts alors que finalement, leur avis était cohérent quand on regarde la situation économique, mais les marchés montraient autre chose. Donc, bah, pour toi, tu dis attention, il y a ces événements, il y a ces éléments donc, qui peuvent amener un retournement sur l'or, mais pour le moment, ça n'est pas le cas. Donc toi, comment tu le fais? Est-ce que tu es positionné sur l'or? Est-ce que tu attends des signaux particuliers? Est-ce que tu es plutôt acheteur, plutôt vendeur? Non, je suis pas positionné sur l'or. Pour le moment, bon, j'irai dans ton sens au niveau de l'analyse technique, puisqu'il y a quand même eu une très très forte hausse qui a été faite depuis 2009, hein. Donc il doit y avoir une reprise de bénéfices pour certains. Et puis d'autres qui ont besoin aussi de liquidité, donc qui ont dû liquider des positions sur l'or. Par contre, ce que je voulais préciser, c'est que on n'est pas à l'abri des fois d'avoir des petits soubresauts à la hausse sur un marché technique, quoi. Ok. Donc bah toi, du coup, c'est pas enfin, est-ce que tu trouves que l'or propose des configurations intéressantes ou est-ce que tu trouves qu'il y a des opportunités meilleures sur d'autres produits financiers en ce moment? Pour le moment, je me tiens à l'écart de l'or, hein, puisque c'est un marché qui est un petit peu sensible, même au niveau politique, surtout vis-à-vis du physique, etc. Tout à l'heure, j'avais demandé ton analyse sur l'euro GBP, qui me semblait plutôt bien. Donc c'est une paire qui m'intéresse aussi. Et puis pour le moment, c'est à peu près tout. J'essaye de regarder un petit peu parce qu'il y a eu pas mal de news qui ont été faits au niveau fondamental. Là, j'ai vu une news qui passait, apparemment un petit bruit de couloir concernant une signature avec la Chine pour un accord de swap entre la France et la Chine. Donc ça pourrait peut-être avoir un impact sur le dollar, puisque l'accord de swap avait déjà été signé avec Londres il y a 2-3 jours. Donc c'est à voir un petit peu sur les cours. D'accord. Mais du coup, là, par contre, l'euro-livre sterling, justement, la spécificité, c'est qu'en ce moment, on a plutôt un retour au comportement habituel qu'on l'observe sur cette paire de devises, qui est en fait le fait de ne pas bouger énormément. Du coup, bah, il faut choisir des stratégies conformes à ce type de marché. Bah, toi, comment tu jouerais en fait sur l'euro-livre sterling? Tu dis que c'est intéressant. Qu'est-ce qui t'intéresse et comment tu le joues en fait? Je m'étais basé sur quelques news fondamentales et j'étais rentré à 80. Attends, je regarde un petit peu. Un 85-13 à peu près. En short. Donc je suis un petit peu baissier pour le moment, j'attends de voir un peu. J'ai mis un stop à 30, à 40-50 points. Et j'essaye de voir un peu où ça va me mener à travailler sur les prochains jours. D'accord, très bien.
Alors, tu dis là, le fondamental, toi, tu te bases davantage sur le fondamental que sur le technique? Euh, je suis pas particulièrement efficace sur l'analyse technique, je préfère laisser ça aux autres, mais je préfère accompagner sur une base de fondamentale pour avoir au moins une grande vision des trades en fait. Et après, je regarde un petit peu sur le technique et je regarde un peu bah, par rapport à ton blog, etc. D'accord, d'accord, ok. Toi, ça fait longtemps que tu trades ou c'est une activité récente? Non, non, ça fait plusieurs années déjà. Avec des pauses, hein, 2008 a été la crise économique, il y a eu quelques pauses quand même, mais je reviens assez souvent, oui. Je garde toujours un œil sur les marchés. Ok. Et tu dis, ouais, 2008, pourquoi ça? À l'époque, tu étais sur les marchés actions plus classiques ou tu étais déjà sur des produits financiers dérivés qui nous permettent finalement de pas particulièrement craindre les crises et même au contraire de peut-être parfois en profiter largement pour ceux qui traitent les tendances en tout cas? Non, non, beaucoup de forex, hein, que du forex exclusivement. Un peu de marché options de temps en temps. Mais non, non, pas juste comme ça. Il y a eu un peu de petite crise, bon, il y a eu une crise financière et puis c'était de se tenir un petit peu à l'écart, quoi. Il y a eu quelques petits investissements, mais rien d'extraordinaire, un petit peu comme nous tous, quoi. D'accord, ok. Mais en fait, pourquoi ça? Puisque finalement, quand tu es sur le Forex, qu'il y a une crise, ça génère plus de volatilité, donc faut adapter son trading en fait par rapport à ça. Est-ce que c'était plus par exemple par rapport à la peur de clôture des sociétés, donc des brokers par exemple, ou des tensions de ce côté-là que t'as calmé le trading, ou non, c'était parce que t'aimes pas la volatilité et que t'avais trop peu de visibilité? Beaucoup de volatilité, très peu de temps malheureusement pour pouvoir revenir sur les marchés, parce que ça demande beaucoup de temps. Et puis après, c'est poser la question aussi la solidité des banques, hein. Il y a quand même eu une crise psychologique qui a eu lieu, même d'ailleurs encore maintenant. Donc c'est vrai que bon, ça pose parfois des questions quoi sur la solidité des intervenants. Ok. Bah, on a vu encore récemment Chypre, hein, avec notamment les dépôts qui ont été gelés pendant un moment. Alors je sais pas comment ça s'est fini finalement, s'il y a bien eu, mais je crois qu'il y a eu quelques comptes qui ont été prélevés sous forme de taxe, enfin pour rembourser une partie des dettes de l'État. Ouais, c'est clair qu'en ce moment on est quand même dans un contexte où il faut être méfiant et il faut bien choisir à mon avis ses acteurs et ses partenaires. Ben, je sais pas si on peut parler de partenaires, mais les sociétés qui nous permettent d'intervenir sur les marchés. Toi, c'est qui ton courtier sur Forex? Oanda. Ah, Wanda, ouais, j'étais chez eux. Bah. Moi, en tout cas, j'en étais très content. Toi, t'en es content? Ah oui oui, c'est un très 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 bon broker. C'est le premier américain, hein, je crois, de mémoire, donc. C'est ça, ouais. C'est le plus gros aux États-Unis. Après, le plus gros à travers le monde, c'est FXM. Toi, c'est quoi qui te plaît particulièrement chez Wanda? J'y suis allé pour le spread, hein, on va dire, et surtout le trading, parce que c'était les premiers à faire un spread très serré et à trader à l'unité, pas par lot. Et puis bon, bah c'est plutôt pas mal. Bon, hormis la plateforme qui est un peu légère, mais ils sont passés à MetaTrader il y a quelques années, je crois, ou quelques mois. Et puis voilà, ça marche très bien. Ok, ok, ok. Ouais, effectivement, un des gros avantages, c'était. Bah, par contre, sur MetaTrader, il y a le système de lots, donc c'est à partir des micro-lots, mais si on va directement sur la plateforme, c'est FXTrader, je crois. Bah là, en revanche, effectivement, on peut investir à partir de même 1 dollar si on veut, donc c'est pas mal, en tout cas, ça permet d'être beaucoup plus libre, notamment pour les gens qui ont des petits comptes, et c'est souvent le cas au niveau des particuliers. Toi, le trading, c'est quoi? C'est une activité supplémentaire, c'est un loisir, ou c'est vraiment bah, ton métier, ou en tout cas une part de tes revenus conséquente? Non, non, c'est pas du tout mon métier. C'est vraiment un loisir, enfin vraiment une passion. Donc voilà quoi. Mais surtout basé sur le fondamental, hein. Par rapport à l'analyse technique, j'ai un petit peu plus de mal. Mais sur l'activité économique au niveau fondamental, c'est vraiment très très intéressant quoi. Mais très compliqué en ce moment, c'est vraiment une période très difficile. Justement, ouais, là je pense que tu fais référence au marché actions ou pas spécialement, parce qu'on a vu des marchés actions qui ont beaucoup monté alors que bah, c'est quand même une économie qui va mal en ce moment. Qu'est-ce que tu penses toi? Est-ce que tu penses que on va assister à une grosse correction, une grosse claque, et je pense qu'il y a un consensus qui va plutôt dans ce sens, ou est-ce que, à ton avis, on va finalement stabiliser, voire continuer le mouvement de hausse qui était déclenché notamment par les impressions de liquidité par la Fed aux États-Unis?
Je suis désolé, j'ai pas entendu le début en fait, il y a eu des coupures. Ah, en fait, je disais, est-ce que tu dis ça par rapport au marché action? Non, c'est un petit peu tous les marchés, là on voit que ça touche un petit peu tout, hein. La décision de Ben Bernanke, bon, c'est cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus, comme quoi il allait couper les queues, etc. Ça a un impact surtout, aussi bien sur le Forex que sur le CAC ou tous les autres indices. Et puis ça aussi, là c'est beaucoup plus grave, hein, une importance sur les marchés obligataires. On voit que par exemple sur le AT 10 ans, on a pris pratiquement 0,60% entre mi-mai à aujourd'hui quoi. Donc ça a beaucoup d'importance, quoi. Ça risque d'influencer beaucoup les marchés. D'accord. Et en fait, la suite de ma question, c'était justement, on a eu des marchés actions qui globalement ont énormément monté, enfin, ont vraiment beaucoup monté ces derniers mois, depuis à peu près, je sais pas, je dirais un an, peut-être un peu plus. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que justement, on va dégonfler, enfin, voir une bulle, ça se dégonfle pas, ça éclate, c'était Olivier Lamarche qui disait ça. Est-ce que tu penses qu'on va avoir une grosse phase de correction très vive, ou tu penses que on peut consolider, voire continuer ce mouvement de hausse? Comment tu le sens, toi? Est-ce que... Je pense qu'il va y avoir des moments de forte correction, oui. Rien qu'à l'idée déjà que, comme je disais, Ben Bernanke, de toute façon, Olivier Delamarche le disait très bien ce matin, rien que l'hypothèse d'arrêter un QE, ça provoque la panique. Et on a un nouvel élément qui arrive aussi, c'est la Chine qui commence sérieusement à tomber en panne avec la bulle immobilière qui arrive. Ils ont des décisions à prendre. Donc ça va vraiment jouer sur leur économie. Et ils sont partis sur des politiques, des grandes politiques, ne serait-ce qu'au niveau environnemental et tout ça, qui risquent de leur coûter aussi financièrement, et ça va pas leur jouer, ça va peut-être pas forcément bien jouer sur leur croissance. Donc il faut s'attendre à beaucoup de bouleversements, je pense. D'accord, ok. Donc, pour conclure, toi actuellement, ouais, c'est donc t'as parlé là de l'euro livre sterling. Tu penses que c'est sur ce produit que tu as plus d'opportunités, puisque l'avis que tu donnes ici pourrait laisser présager que tu aurais plutôt avantage toi, à établir des stratégies de vente d'actifs à risque, puisque tu penses effectivement qu'on a quand même des probabilités de forte correction. Sur l'Eurolivre, c'est vraiment un petit trade comme ça, hein. C'est pour se faire plaisir, pour voir un peu ce que ça donne. Un petit trade passion, on va dire. Par contre, après, au niveau des devises, c'est un petit peu flou pour le moment. Si je devais garder un petit peu d'argent, je parierais quand même sur le dollar. Parce que si on arrête le QE, il faut parier, à mon avis, sur une amélioration du dollar. C'est un petit peu contradictoire en ce moment parce que les intervenants vont essayer d'aller sur le dollar qui est quand même une devise assez sécurisée, mais on voit par-ci par-là de nombreux pays qui commencent à faire de l'œil, par exemple sur le yuan quoi, par rapport à la Chine. Donc ça va être assez compliqué encore dans les mois à venir. Ok. Alors par contre, le yuan, on peut pas y aller comme ça. Je crois tout le monde peut pas acheter du yuan, c'est ça? Non, on est obligé de passer par le dollar pour acheter du yuan. Mais justement, par exemple, si on prend l'Angleterre hier ou avant-hier, et logiquement il doit peut-être y avoir une annonce dans les prochains jours comme quoi la France va faire un swap de devises avec la Chine, tous ces pays-là vont, comme on fait les BRICS, vont s'affranchir de cette obligation justement de passer par le dollar pour s'acheter du yuan. Donc ça peut avoir des répercussions aussi sur cette devise. D'accord, ok. Donc ça pour toi, ça peut être un des gros enjeux et une des grosses opportunités de trading ces prochains mois. Bah, il faut le garder, s'il faut le garder peut-être dans son esprit en disant que ça peut faire fluctuer les cours. Et c'est un petit plus qui vient en complément de l'analyse technique, quoi. D'accord. Et juste une dernière question là par rapport au Forex, tu dis que dans l'ensemble tu fais plus du Forex qu'autre chose, même peut-être exclusivement du Forex. Pourquoi ça? Puisque maintenant on a quand même beaucoup de courtiers qui proposent les deux, à la fois du Forex mais aussi des CFD, donc qui permettent également d'investir sur les indices. Toi, qu'est-ce qui te séduit davantage sur le Forex que par exemple sur les marchés actions, les indices, etc. Euh, bon, après c'est une histoire de goût, hein. Il y a beaucoup de gens qui font du DAX ou autre chose parce que ça, ils sont plus à l'aise, c'est plus simple, c'est plus agréable. L'avantage de la monnaie, c'est que ça mélange beaucoup d'économies, d'économies
macroéconomiques par rapport à du DAX où on peut avoir ou à autre, par exemple le CAC 40 où ça regroupe que des sociétés, etc. Et puis bon, c'est vraiment une passion. Enfin, c'est vraiment une passion. Ça mélange la politique, l'économie, mais sur des grands ensembles en fait. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant. Et puis la monnaie, c'est quand même plus agréable quoi. D'accord. Et t'es positif depuis tes débuts en trading? Tu disais que ça faisait quelques années là que tu tradais. Si tu fais le bilan là, est-ce que tu t'es plutôt un trader positif ou perdant? Oui, bon, positif, ça dépend. Des fois, il y a des moments c'est négatif ou positif. Dans l'ensemble, ça le reste, mais c'est pas, ça me permettrait pas d'en vivre convenablement, quoi. Hein. J'ai pas la surface financière me permettant d'en vivre. Ok, ok. Bah, il est déjà 19h, donc moi, dans le cadre de l'émission, c'est fini. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. Bon, là, en ce moment, c'est calme parce que je reprends tout juste l'émission, mais tu verras au fur et à mesure des jours là, et des semaines, il va y avoir, à mon avis, pas mal de monde qui va venir participer. Donc, ben, n'hésite pas à revenir sur ces tranches horaires. Après, je sais pas, toi, est-ce que tu viens le reste de la journée parfois sur le Mumble? Je vais essayer de venir beaucoup sur le Mumble. J'essaye de venir. Bon, je viens de le découvrir, hein, mais j'essaye d'y venir le matin assez tôt, vers 7h à peu près, 7h30. Un petit peu plus tard aussi le soir. Enfin, après, il y a les horaires de bureau, hein, 9h, 9h, 17h, 18h, c'est un peu plus compliqué, quoi. Ok. Bah après, moi, de toute façon, moi, je suis là sur Mumble que de 18h à 19h. Après, je sais que le reste de la journée, il y a parfois un peu de monde, mais à mon avis, là, ces prochains jours, prochaines semaines, il va y avoir beaucoup de monde qui va revenir. Donc voilà, si tu veux discuter avec des gens, avec des traders, etc., à mon avis, ici, tu dois trouver ton bonheur dans quelques temps. D'accord, bah merci. J'avais cru comprendre que tu faisais des intras avant, tu faisais 14h, 14h, 17h ou quelque chose dans ce genre-là, ça s'est arrêté alors. Voilà, ça va sûrement reprendre ensuite. Alors après, je sais pas sous quelle forme. En fait, ce qu'il y a, c'est que bien avant, je tradais avec un compte réel. Après, là, j'ai acheté un appartement, donc j'ai essayé de placer un maximum d'argent dans l'apport par rapport à l'appartement. Du coup, là, en ce moment, j'ai plus d'argent pour trader, plus d'argent réel, donc j'ai repris avec un compte démo. Et comme j'ai beaucoup de travail à faire par rapport au site, puisque c'est moi qui gère en fait videobourse.fr, bah, du coup, j'ai essayé de faire voilà, uniquement le soir et de gérer un compte démo avec un autre objectif qui est de surperformer par rapport au CAC 40 là, sur les quelques mois pendant lesquels je vais pas être en réel. Par contre, une fois que je serai repassé en réel, c'est vrai que moi, le trading, c'est vraiment ma grande passion et c'est mon intérêt, enfin, c'est vraiment ce que je préfère faire comme activité. Bien quand j'aurai de nouveau un capital à investir, ça devrait être en septembre, octobre, que je vais réussir à mettre quelques milliers d'euros à consacrer au trading. Là, je repasserai sur des sessions de trading tout au long de la journée, voilà. D'accord, ok. Et juste une question, j'ai vu sur le forum que tu mettais, est-ce que tu seras présent sur le salon du trading qui va se passer au septembre, je crois, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais, bah, moi j'y serai, c'est organisé par André Malpel. Et bah, André Malpel, c'était un des premiers à me faire confiance parce que je vais quand même filmer pas mal d'événements. Et donc, ben, je suis invité régulièrement à filmer ces événements, donc j'y serai sans problème en septembre à Paris. Toi, t'es déjà venu au salon organisé sur Paris? Non, malheureusement non. Et là, j'attendais impatiemment l'agenda, mais il est un peu, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver en fait, hein, pour voir un peu si s'il faut se déplacer le vendredi ou le samedi sur Paris. Alors, de toute façon, les événements, là, le salon du trading, c'est le salon du trading ou l'analyse technique en septembre, je sais plus. C'est le vendredi et le samedi, donc c'est les 2 jours. Après, il y a déjà les dates, je crois, sur salonat.com. Oui, mais il n'y a pas l'agenda en fait, on sait pas le contenu. Ah d'accord, bah, c'est que c'est pas encore mis en place exactement, il doit être en train de contacter un peu tout le monde, etc. Mais en tout cas, je sais qu'il va y avoir de nouveau les duels de trading en direct, donc ça sera forcément le vendredi, avec des traders internationaux. Là, récemment, il y avait eu Tom Hougar, un Danois qui était assez connu, qui passait notamment sur CNN, sur Bloomberg, etc. Américain Rob Hoffman. Là, la dernière session, c'était au Friday Forex, c'est un Hongrois qui a gagné. Ça, c'est pas mal parce que c'est des sessions de trading en direct avec des capitaux de 50 000 euros réels pour chacun des traders qui participent. Là, il y aura 16 traders au total. Donc, ça permet quand même de voir des professionnels trader devant soi. Ça, je trouve que c'est pas mal, quoi. Ouais, c'est toujours intéressant de voir un peu comment font les autres, et puis ça permet de se tenir à jour quand même. Ouais, ouais. Donc, ouais, 20 et 21 septembre. Après, l'agenda, effectivement, il n'y est pas encore. Donc, je sais pas. Mais moi, en tout cas, j'y serai, ça, c'est sûr. Ok. Bah on aura des vidéos alors. Ah, toujours, toujours.
Ah ouais, non, effectivement, il y est pas. Ok, voilà, bah c'est tout. Bah écoute, je te souhaite une bonne soirée alors, et bah à bientôt. Bah merci, bonne soirée à toi et puis bonne soirée à vous tous. Voilà, donc bien merci à Vincent pour sa participation. J'y serai aussi au salon des écrits. Ok, eh bien, ce sera l'occasion de se voir là-bas. Allez, bonne soirée à tous, bon trade, je vous retrouve demain à 18 h pour une nouvelle émission sur performance, avec comme objectif surperformer le CAC, ce que l'on arrive à faire pour le moment, depuis hier, et on va essayer de continuer à travailler sérieusement dans ce sens-là. Ciao.